Et si l'un des films de super-héros de la décennie précédente ne venait pas du MCU, mais d'un fan footage oublié, un film sombre, viscéral qui parle d'ados, de super-pouvoirs et de ce qu'on devient quand plus rien ne nous arrête. Sorti en 2012, ignoré par le MCU, boudé par Hollywood, et pourtant peut-être l'un des films de super-héros les plus radicaux et audacieux de la décennie. Salut et bienvenue sur Anacaland pour un nouveau numéro de Cultissime, l'émission dans laquelle je décrypte un monument de la pop culture. Que ce soit un film ou une série, qu'il soit incontestablement culte pour le plus grand nombre, comme j'avais fait avec le premier Gladiator, à savoir le seul qui compte vraiment, ou bien des œuvres cultes pour un public un peu plus restreint, dont je fais généralement partie, comme avec le 5ème élément parce que c'est ma chaîne et que bon, voilà quoi. Mais il y a aussi une troisième catégorie, et c'est là qu'on va s'attarder aujourd'hui, celle des films qui auraient pu, ou même auraient dû devenir cultes. Pas forcément parfaits, non, mais importants, pour leur vision, leur audace ou l'influence qu'ils ont eu sur un genre tout entier. Et aujourd'hui j'aimerais donc vous parler de Chronicle, sorti en 2012, réalisé par Josh Trank, dont on reparlera un peu plus tard, et scénarisé par Mark Landis. Ce film a débarqué un peu comme un ovni, en apparence modeste mais avec une énergie folle, et un concept qui venait casser la baraque. Un found footage, mais pas comme les autres. Un film qui, au moment où le genre commençait à sérieusement tourner en rond, a non seulement proposé une version plus propre, plus ambitieuse, mais surtout qui a injecté une bonne dose de science-fiction, de super-pouvoirs, de tragédie et de mise en scène audacieuse. Un fan footage qui ne fait presque plus fan footage, et c'est justement là toute sa force, et aussi sa bizarrerie. Il a, dans un même mouvement, révolutionné le genre et signé sa propre fin. Rien que ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'en parle plus? Pourquoi ce film n'a-t-il pas accédé véritablement au statut de culte, malgré tout ce qu'il a apporté? Est-ce que Chronicle c'était un coup de génie isolé, un chant du cygne pour le fan footage, ou un film trop en avance sur son temps? C'est ce qu'on va tenter de voir dans cette vidéo. Et évidemment, avant ça, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et surtout dites-moi ce que vous pensez de ce film. Est-ce que vous l'avez adoré, détesté, oublié? Et peut-être que cette vidéo confortera votre avis, ou vous offrira une nouvelle façon de l'apprécier, ou en tout cas une nouvelle perspective. Et donc, c'est parti! Je m'inquiète pour Andrew. On peut pas déconner avec ça, c'est trop dangereux. Andrew, c'est pas un jeu. Bon, avant de rentrer dans le cœur du sujet, petit détour obligatoire par la case Histoire du ciné. Parce que pour comprendre pourquoi Chronicle est à ce point particulier, faut d'abord voir d'où il sort, et plus précisément d'un genre qui s'appelle le fan footage. Alors, pour les deux du fond qui ont dormi pendant les années 2000, qu'est-ce que c'est que le fan footage? En gros, c'est un film qui fait semblant d'être un vrai document, comme si on avait retrouvé une cassette vidéo, une caméra DV, une carte SD abandonnée dans une cave, ou une clé USB au fond d'un sac à dos, et qu'on regardait ce qu'il y avait dessus brut de décoffrage. Autrement dit, une fiction filmée comme un docu amateur. Avec une image bien souvent crade, un son pas top, un cadrage digne d'un stagiaire sous acide, des coupures abruptes, des blancs gênants, et surtout une caméra qui gigote comme un tox en manque. Le tout pour donner une impression de réalisme cru, authentique, voire dérangeante. Et le saviez-vous, mais le tout premier du genre, c'est sans doute Cannibal Holocaust, un film italien sorti en 1980, aussi culte que controversé, pour de bonnes et de très mauvaises raisons. Le pitch, rapidement, des journalistes partent en Amazonie pour filmer des tribus cannibales, et ne reviennent jamais. Plus tard, on retrouve leur bande, et disons que c'est pas franchement l'ambiance feel-good movie. Le film a tellement choqué à sa sortie que le réal Ruggero Deodato a carrément dû aller au tribunal pour prouver que ses acteurs étaient encore en vie. Voilà donc le niveau de réalisme et de malaise qu'il avait atteint. Certains pensaient littéralement avoir vu un snuff movie. C'est trash, c'est ultra violent, c'est mal joué, et en plus c'est bourré de trucs dégueulasses, genre des vrais morts d'animaux à l'écran. Pas ouf, mais autre époque, autre mœurs comme on dit. Et faut bien reconnaître que ça pose les bases, l'illusion du vrai, la caméra qui capte l'horreur de manière brute, et cette sensation que ce qu'on regarde, on n'aurait pas dû le voir, comme un secret inavouable. Cannibal Holocaust n'était pas un chef-d'œuvre, on est d'accord, mais en termes d'impact, c'est une brique fondatrice du genre. Et puis il y a eu la véritable claque du genre, le projet Blair Witch, sorti en 99 avec un budget minuscule, pourtant le film devient immédiatement un phénomène mondial. Pourquoi? Parce qu'il pousse les concepts à fond. Une caméra portée à l'épaule, des acteurs quasiment anonymes qui improvisent beaucoup, une promo virale de génie à base de faux sites web, de légendes urbaines et de dossiers d'enquête montés pour faire croire que tout est vrai. Ainsi, à l'époque, il y avait encore pas mal de gens qui pensaient que ce qu'ils voyaient était authentique. Et ça, en termes d'immersion et de tension, ça marche à merveille. Le film a fait un carton et il a changé la donne. On comprend alors qu'on peut faire flipper les gens, faire un max de blé et faire croire aux spectateurs qu'ils regardent un truc interdit, le tout sans avoir besoin d'un gros budget. Bingo. Et là, c'est la ruée vers l'âge d'or dans les années 2000. Suite au succès de Blair Witch, le fan footage devient la recette miracle du ciné d'horreur. Et pas que. Petit budget, plus caméra à l'épaule, plus ambiance réaliste égale jackpot potentiel. Et c'est comme ça qu'on arrive dans les années 2000, cette décennie où le fan footage explose dans tous les sens, avec bien sûr des films cultes et d'autres un peu moins glorieux.
clairement. Comme Paranormal Activity en 2007 qui est l'archétype du succès inattendu, un budget microscopique, un scénario minimaliste et pourtant un carton planétaire. La promesse, une maison, un couple, une caméra qui tourne la nuit et des événements chelous. Pas besoin d'en faire plus, c'est ultra sobre, très lent, et moi, perso, j'aime pas. Mais je reconnais que le film a joué un rôle énorme dans le retour du genre, il a lancé une franchise entière avec des tonnes de suites et de spin-off, même si, soyons honnêtes, c'est un peu toujours le même film copié-collé en boucle. Mais partons plutôt direction l'Espagne, avec REC, un film qui lui aussi débarque en 2007 et qui pousse l'immersion à fond. Une journaliste suit une équipe de pompiers en pleine nuit, dans un immeuble qui va devenir un véritable enfer. C'est intense, c'est immersif, ça hurle de partout, ça court, ça panique, bref c'est la quintessence du fan footage qui te plaque dans ton siège. Mais la saga REC c'est aussi un sacré grand écart. Le premier, avant de tomber dans la facilité hollywoodienne, est très réussi. Le deuxième commence ensuite à flirter avec le surnaturel, et le troisième, pour lequel j'ai tout de même une certaine affection, abandonne carrément le concept du fan footage. Mais on enchaîne malheureusement des incohérences, des réécritures cheloues, une qualité très variable autant en écriture qu'en réalisation, et beaucoup de décisions what the fuck juste pour faire durer la franchise. Bref, une série nanardesque mais fun, et qui divise beaucoup aussi. Mais si vous voulez que je vous parle plus en détail de cette saga sur la chaîne, dites-le moi en commentaire, ce serait avec un grand plaisir. Car je passe enfin à celui qui, avant Chronicle qui nous intéresse ici, a fait passer le fan footage au niveau du blockbuster. Cloverfield, sorti en 2008, produit par J.J. Abrams, rien que ça. C'est le film qui nous montre un New York attaqué par un monstre géant, mais uniquement à travers la caméra d'un groupe de potes en pleine soirée d'adieu. Le concept est hyper malin, et à l'époque c'est assez inédit de voir de la SF spectaculaire à travers une caméra à l'épaule. Il a pris tous les codes du genre et les a appliqués à un film de science-fiction à gros budget, avec des explosions, des monstres, des hélicoptères et des immeubles qui s'effondrent. Sur le papier, c'est génial, mais dans les faits, on voit rien, littéralement. La caméra bouge comme si elle était tenue par un gars en hypoglycémie. On voit rien de ce qui se passe, c'est flou, c'est sombre, c'est bruyant, on est sur du fan footage puissance 1000. Cadrage foireux, images sombres et illisibles, personnages qui filment n'importe quoi dans des situations absurdes. Mais bon, ça marche. Malgré tous ces défauts ultra frustrants, ça reste une expérience assez originale, et faut reconnaître que le film a osé un truc qui mènera ensuite à une trilogie des plus intrigantes. Mais bon, la saga Cloverfield, je vous en parlerai à coup sûr un jour sur la chaîne. Et si vous voulez que ça arrive vite, vous connaissez la chanson, dites-le moi dans les commentaires. Donc oui, le genre est ultra immersif, on est littéralement dans la caméra du personnage, on voit ce qu'il voit, on entend ce qu'il entend. Et ça peut être super puissant, notamment pour garder du mystère ou éviter l'effet du dieu omniscient qu'on a dans la plupart des films classiques. Mais bon, faut être honnête 2 secondes, en tant que passionné de cinéma, moi ce genre-là il m'a toujours laissé un peu sur le bas-côté. Parce que oui, c'est immersif, mais c'est aussi souvent très moche. L'image fait saigner les yeux, le son fait pleurer les oreilles, et la narration a parfois l'air d'un brouillon filmé entre 2 post-clopes. Alors bien sûr, je le respecte, le concept est malin, économique et parfois brillant, mais je me suis quand même très vite désintéressé au genre. Sauf, justement, dans quelques cas, notamment quand un film vient dépoussiérer les codes, ou apporter un véritable plus. Cloverfield, par exemple, qui mélange le fan footage avec un gros monstre en mode Godzilla sous acide, et évidemment Chronicle, parce que lui, il ne se contente pas de faire du fan footage, il le retourne, il le tord et il le dépasse, le tout au service d'une origin story de super-héros, ou de super-vilain, c'est au choix. Et c'est donc ce qu'on va voir tout de suite. Le film débarque en 2012, un peu comme un ovni, un fan footage, ouais, mais pas comme les autres. Un film qui nous fait dire qu'il était temps d'arrêter de faire n'importe quoi avec cette caméra tremblotante pour plutôt raconter un vrai truc. Notamment à travers une mise en scène vraiment maligne. Déjà, Chronicle joue hyper intelligemment avec les dispositifs, on n'a pas seulement une caméra pourrie tenue par un ado. Non, ici, il y a tout. Téléphone, webcam, caméra de surveillance, plan issu des médias, et bien sûr la caméra que Andrew tient dès le début. Et surtout, la qualité de l'image est propre, au point même où, petite parenthèse, influencé par le film, j'ai acheté en 2013 la même caméra qu'Andrew, pensant m'offrir une bécane de cinéma pour le prix du caméscope de papy. Et alors, vous imaginez ma déception. Mais là où le film devient vraiment stylé, c'est quand les pouvoirs et la télékinésie notamment entrent en jeu. Parce que qui dit télékinésie dit « Tiens, si je faisais léviter la caméra au lieu de me la trimballer ?» Et effectivement, c'est une idée brillante. Résultat, des plans fluides, aériens et presque élégants. Une caméra qui se détache du regard humain et qui devient un œil flottant, presque omniscient, tout en restant justifié dans l'univers du film. Ça permet donc à la réalisation de basculer dans un langage ciné beaucoup plus pro, sans trahir le style du fan footage. On est à la frontière du genre, toujours dans l'illusion du document retrouvé, mais avec un découpage millimétré, une mise en scène pensée et même un vrai sens du cadrage. Incroyable! Et ce n'est pas tout, le film ne se contente pas de bien filmer, il soigne aussi l'image, le son et la lumière. Comme je le disais plus tôt, fini le grain immonde et les bruits de micro saturés. Chronicle assume un niveau de qualité bien au-dessus de la moyenne du genre.
Et clairement, ça fait plaisir. C'est toujours un peu crado sur les bords, surtout au tout début, pour bien garder l'illusion, mais on sent tout de même que ça bosse vraiment derrière la caméra. On n'est pas là pour faire trembler les murs avec des hurlements dans le noir, on veut raconter une histoire avec un peu de profondeur. Et c'est peut-être là le plus intéressant. Chronicle, c'est un film mutant, un espèce d'hybride chelou entre fan footage et cinéma classique. Il en garde les codes, le point de vue interne, l'ancrage réaliste, la justification diégétique de la caméra, mais il s'en affranchit petit à petit, un peu comme Andrew qui apprendrait à voler. Petit à petit, Chronicle s'élève littéralement au-dessus de son propre genre. Et autre coup de génie, on est dans de la vraie science-fiction, pas seulement un pseudo-prétexte. Ici, on parle de pouvoirs surnaturels, d'ados en mal-être, d'ascension et de chute, de ce que ça veut dire d'être un héros ou un monstre quand on a le pouvoir de tout casser autour de soi. La SF dans le fan footage, c'est rare, très rare, et surtout c'est rarement bien foutu, à part justement dans Cloverfield, et encore. Mais là, c'est du sérieux, c'est pas juste un monstre dans le noir ou des aliens dans la forêt, c'est un drame psychologique emballé dans un film de super pouvoir, avec un vrai propos derrière. Et ça, franchement, c'est osé. Et ceux qui me connaissent déjà savent que là, clairement, ça me parle. En gros, Chronicle, c'est peut-être le film qui donne ses lettres de noblesse au fan footage, tout en le quittant un peu en douce. Comme s'il lui disait « Merci pour tout, mais maintenant je vole de mes propres ailes ». Encore une fois, un peu comme Andrew. C'était donc presque une fin symbolique pour le genre, une sorte d'apothéose, on a poussé les codes à fond, on les a tordus, sublimés, et maintenant on passe à autre chose. Et c'est clairement ce qu'a fait Hollywood. Et nous aussi, en tant que spectateurs, on a presque envie de dire « Ok, bon, on peut s'arrêter là, le fan footage a eu son chef-d'œuvre, personne ne fera jamais mieux ». Et dans les faits, personne n'a encore réellement fait mieux. Mais Chronicle, concrètement, ça raconte quoi? En gros, c'est l'histoire de 3 lycéens au destin bien différent qui découvrent une sorte de météorite phosphorescente lors d'une soirée de lycée. Ils s'en approchent, très mauvaise idée, et se retrouvent avec des super pouvoirs. Au début, c'est l'éclate, ils font voler des Legos, ils jouent au football en lévitation, ils se filment en train de voler au-dessus de la ville, bref, le rêve de tout ado un peu geek. Mais rapidement, l'ambiance tourne au vinaigre. Pourquoi? Eh bien parce qu'au centre de tout ça, il y a Andrew. Andy, c'est pas juste un ado timide, c'est un gamin paumé, cassé de l'intérieur, qui subit tout ce que l'humanité peut avoir de pire. Chez lui, c'est l'enfer, un père violent, une mère mourante et un isolement social total. C'est le gars qui passe son temps à se faire humilier et qui n'a aucune prise sur sa vie, sauf peut-être justement à travers sa caméra. Parce que filmer c'est sa façon à lui de reprendre le contrôle sur une vie qui lui glisse entre les doigts. Cette caméra c'est littéralement un bouclier qu'il dresse entre lui et le monde. Ce monde de merde qui le torture jour après jour. Mais heureusement, il n'est pas totalement seul. Son cousin, Matt, populaire, brillant et un peu pédant sur les bords, mais un mec bien qui tente de faire de son mieux, à son niveau. Et pour ceux qui suivent, on en est donc à 2. Le troisième larron n'est autre que le BG de l'école, le futur président des élèves, le mec populaire, mais pas vraiment cliché, un mec cool qui ne joue pas un rôle de gars populaire, un bon gars en somme. Et quand ils chopent tous des pouvoirs, là, c'est fini. Malgré un lien intense qui se forme entre eux et la bienveillance évidente de Matt et Steve, Andrew, lui, ne devient pas un héros. Il devient presque un demi-dieu frustré, un ado qui découvre qu'il peut écraser le monde qu'il a méprisé et qui commence sérieusement à envisager cette option. Andrew, au fil des événements du film, devient presque un véritable ange déchu. Mais là où le film est malin, c'est qu'il ne montre pas juste un gentil garçon devenu méchant par accident. Andrew, il glisse doucement. Il se met à parler de chaîne sociale, de hiérarchie de prédation ou de domination. Il théorise sa douleur et intellectualise son ressentiment. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est brillant. Son évolution est encore aujourd'hui rarement égalée, surtout à Hollywood. Il se voit au-dessus des autres et forcément ça dérape. Il commence à tester les limites, à blesser, puis à tuer, d'abord par accident, puis sur le coup de la colère, de la douleur avec Steve, puis, soyons honnêtes, du ras-le-bol d'être toujours la victime de petites merdes humaines. Il est décrit comme une sorte de Karim masculine et urbaine, même construction tragique, même montée en puissance et même basculement irréversible. Sauf qu'ici, les hormones sont couplées à une puissance quasi divine, et ça donne un cocktail explosif, et un peu jouissif aussi. Ainsi, ce qui rend Chronicle aussi fort, c'est que ce n'est pas un simple film de super pouvoir. C'est une tragédie moderne, un drame intimiste qui emprunte les codes du fantastique pour raconter une chute. Andrew finit par devenir exactement ce qu'il déteste. Un monstre, un tyran, une figure de pouvoir destructeur. Et en même temps, qui était surpris? Il voulait échapper à la douleur, mais il l'amplifie. Il voulait dominer, mais il s'isole. Il voulait être respecté, mais il finit par être craint. Et tout ça, ne l'oublions pas, filmé par ses propres soins. Le héros du fan footage se filme lui-même en train de sombrer, littéralement. Et puis, comme je le disais, il y a Matt, le cousin, le contrepoids, plus stable, plus moral, mais pas parfait non plus. Leur relation, c'est le cœur émotionnel du film, une amitié fraternelle qui vire au face-à-face mythologique.
On aperçoit même par moments un écart de jalousie. Matt envie la maîtrise d'Andrew, un sentiment pourtant absent chez la star du lycée qui au contraire se réjouissait pour son nouvel ami. Et ce qui est plutôt très sympa dans tout ça, c'est que le conflit entre eux n'est pas manichéen. Matt n'est pas un héros au sens classique, il doute, il recule et il agit même trop tard. Mais c'est justement cette hésitation, cette humanité qui a fait que leur affrontement final a autant d'impact. C'est David contre Goliath version ado boosté aux hormones, mais avec des buildings qui s'effondrent et des potes qui pleurent. Bref, un film puissant, certes imparfait mais plein de bonnes idées, des idées brillantes même. Et surtout un film qui méritait d'entrer dans l'histoire, ou du moins de faire un peu plus de bruit. Quand on y regarde bien, Chronicle c'est pas juste un bon film, c'est un film précurseur, un film audacieux, malin et visuellement novateur, qui a ouvert la voie à tout un pan de récits hybrides. Des films comme Projet Almanac, The Visit, très bon lui aussi, voire même certaines scènes de jeux vidéo narratifs récents, ils lui doivent tous quelque chose. Parce que Chronicle c'est une tentative rare, mélanger la grammaire brutale du fan footage avec une ambition de mise en scène quasi classique. Une vraie direction artistique, des enjeux symboliques et même de la science-fiction sérieuse. C'était osé et ça a marché. À sa sortie, le film cartonne au box-office, la critique suit et les spectateurs adorent. Et la presse avait même raison pour une fois en le qualifiant déjà de culte. Regardez, c'est écrit ici. Et pourtant, aujourd'hui, on n'en parle presque plus, comme s'il n'avait jamais existé. Alors pourquoi ce silence? Eh bien, spoiler alerte, pour une fois c'est pas la faute du film, mais surtout celle du drama qui l'entoure. D'abord le réal Josh Trank, après Chronicle, Hollywood lui a confié un gros bébé, Les 4 Fantastiques. Sauf que ça a été un naufrage industriel. Le film est massacré, le tournage un enfer et Trank se retrouve blacklisté avant même d'avoir 30 ans. Ajoutons à ça la présence au scénario de Max Landis, fils de John Landis, scénariste ultra prometteur mais aussi accusé quelques années plus tard d'agression S et d'abus à répétition. Résultat, la suite de Chronicle, pourtant annoncée, est purement et simplement avortée. Méritée ou pas, à vous de me le dire. Bref, le film se retrouve orphelin, pas de suite, pas de reconnaissance durable et une image ternie par les scandales. Une œuvre pionnière devenue un fantôme du cinéma, comme trop souvent malheureusement. Et enfin, avant de terminer, une petite info bonus. Saviez-vous qu'à l'origine, la fin de Chronicle était complètement différente? Dans une version du scénario jamais tournée, Andrew ne mourrait pas à la fin. Au lieu de ça, il survivait, mais gravement blessé et en cavale. C'est notamment lui qui finissait au sommet de l'Himalaya. Le film devait alors se terminer sur une ambiance ultra parano, limite thriller politique, avec le gouvernement qui traque les jeunes, anormaux comme lui. Un peu comme s'il devenait une sorte de fugitif télékinétique, à mi-chemin entre Akira et Jason Bourne. Et mieux, la suite déjà envisagée à l'époque était centrée sur un autre personnage, retrouvant les archives d'Andrew, mais dans un futur dystopique, un monde où les pouvoirs sont devenus une réalité, mais contrôlés par une élite. Mais voilà, entre l'échec des 4 Fantastiques de Josh Trank et les polémiques autour du scénariste Jack Landis, tout est tombé à l'eau. Et cette version n'a donc jamais vu le jour. Dommage? Probablement, mais quelque part c'est aussi ce qui rend Chronicle unique, un film qui explose en plein vol, un peu comme son héros. Au fond, Chronicle c'est peut-être ça, à la fois l'apothéose du fan footage, mais aussi son chant du cygne. Un film qui, en 2012, prend tout ce que le genre avait à offrir, son énergie brute, son immédiateté et sa promesse de réel, tout en y injectant quelque chose de plus ambitieux, de plus maîtrisé et presque de plus noble. Un vrai passage à l'âge adulte pour le genre, comme pour son protagoniste. Mais en faisant ça, Chronicle a un peu tué la magie de base du fan footage. Il l'élève mais l'épuise aussi, il le pousse tellement loin qu'il n'y a presque plus rien à dire derrière. Le genre continue d'exister, bien sûr, mais jamais avec cette ampleur, cette audace et cette envie de transcender la forme. Le plus étonnant à ce sujet étant que cette disparition coïncide avec pourtant l'avènement d'une technologie qui aurait dû rendre le genre ultra populaire et logique. Avec les smartphones, on a tous une caméra dans la poche, donc plus besoin de justifier la chose avec des excuses alambiquées. Imaginons même, pourquoi pas, l'implication des réseaux sociaux avec par exemple un live stream qui tournerait mal. Donc oui, Chronicle c'est un film hybride, un ovni, un bijou oublié, même si, encore une fois, il n'est pas parfait. Et comme tous les films de ma série cultissime, il mérite qu'on le ressorte des étagères et qu'on le dépoussière un peu, qu'on le regarde à nouveau et pas juste comme un film cool, mais comme une véritable tentative de réinvention. Un film à la croisée des genres, des styles et des époques. Un film qui n'a pas eu la postérité qu'il méritait, mais qui a marqué l'histoire en silence. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Cultissime. N'hésitez pas à aller jeter un œil au précédent, et si celui-ci vous a plu, laissez un petit like, ça fait toujours très plaisir. Partagez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines sorties. Et sur ce, je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye!